Bonjour, nous recevons Maître Ardavan Amir Aslani. Bonjour monsieur. Vous êtes avocat d'affaires internationales, vous avez un cabinet qui s'appelle Cohen Aslani. Amir Aslani. Amir Aslani, pardon. Vous avez des clients étrangers, l'Irak, l'Indonésie, vous faites aussi un peu dans le showbiz, vous avez été l'avocat de Johnny Hallyday. Vous avez passé votre petite enfance à Téhéran, vous y avez d'ailleurs réouvert un cabinet il y a une dizaine d'années, quelques années. En 2015, après la signature de l'accord nucléaire. Voilà. On dit parfois que vous êtes un agent d'influence iranien. Alors, j'imagine quand même que vous condamnez la répression actuelle. Ceux qui disent ça, ce sont souvent les agents saoudiens. La réalité est que je suis un être profondément laïque et séculier, et bien entendu partisan de la séparation de la mosquée et de l'État, et que d'aucune manière j'adhère au principe de la théocratie iranienne. Ce que je défends, en fait, c'est l'aspect civilisationnel de l'Iran. Je m'intéresse à l'Iran transhistorique, au devenir de la nation iranienne. Vous avez écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages, j'ai écrit un certain nombre notamment d'ouvrages sur la l'Iran. Perse. Absolument, où j'ai analysé le devenir de l'Iran et de sa civilisation à travers le temps et l'espace. Alors, la répression actuelle terrible, qui n'est sans doute pas terminée, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, en profite pour justifier la stratégie de pression maximale exercée par les États-Unis. Est-ce que c'est un bon calcul ? C'est un très mauvais calcul, parce que face à cette pression maximale américaine, l'État iranien oppose une résistance maximale. D'ailleurs, on le voit bien, les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire au mois de mai 2018. Nous sommes aujourd'hui fin 2019 et on constate que le pouvoir iranien tient toujours. Et là, vous trouvez que les Européens n'ont pas été très courageux ? Les Européens étaient vraiment faibles sur cette affaire. L'Europe, aujourd'hui au moins, par la rhétorique, essaye de sauver l'accord, marque son intérêt pour l'accord. Sauf que dans la pratique, l'Europe a toujours été absent ou défaillant. Alors, la France a essayé de jouer un rôle d'honnête broker, comme on dit, c'est-à-dire d'honnête courtier. Il y a eu une tentative de rencontre Trump-Rouhani à New York, en marge de l'Assemblée générale, organisée par le président Macron. Mais ça avait déjà échoué à Biarritz, en fait. Non, en fait, si vous voulez, toute cette histoire-là est mal partie. La France avait fait un mauvais calcul. Une erreur déjà au niveau des interlocuteurs, puisque Rouhani et Zarif ne représentent pas grand-chose en Iran aujourd'hui. Les véritables interlocuteurs avec le pouvoir décisionnel, ce sont les partisans du guide ou la personne même du guide. Et deuxièmement, une erreur sur la chose, puisque les Iraniens aujourd'hui ne s'intéressent même plus au niveau de l'accord nucléaire, qui n'a pas livré les dividendes annoncés. Ils avaient fait de gros efforts, pourtant. L'Iran a abandonné 100 milliards de dollars d'investissement dans le domaine du nucléaire. Ils ont débranché 13 000 centrifugeuses à Natanz et à Fordo. Ils ont versé du ciment dans la centrale à eau lourde d'Arak. Ils ont transféré vers la Russie plus de 100 kg d'uranium enrichi à 20%. En échange, on leur avait promis le retour de l'Iran dans le concert des nations, le retour de l'Iran dans le système financier. McKinsey avait sorti un rapport qui annonçait 1 000 milliards d'investissements sur les 20 prochaines années. Or, tout cela s'est avéré être totalement erroné, et que les Iraniens, globalement, n'ont pas perçu même pas un millième de ce qui leur avait été promis, tout en respectant à la lettre les dispositions de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015. Alors, la tension est un peu retombée dans le Golfe, en tout cas Golfe Persique. au niveau maritime, mais elle reste quand même très forte. Et vous considérez que les Américains ont perdu le contrôle des airs, qu'ils avaient totalement dans la région au moment de l'invasion de l'Irak ? Absolument. Le 14 septembre dernier, quand des drones, sûrement de fabrication iranienne, technologiquement extrêmement avancés, des drones à propulsion jet, ont frappé les installations pétrolières saoudiennes, les plus grandes au monde, à Al-Khurair, ce qui s'est passé, c'est que l'aviation américaine, les radars américains et les AWACS pilotés par les États-Unis ont été absolument incapables d'identifier ni le décollage de ces drones et missiles cruise, ni leur frappe, ni leur trajet. Cela signifie que d'un point de vue technologique, l'État iranien aujourd'hui est en parité avec les États-Unis et Israël en la matière. C'est ce que d'ailleurs considèrent les Israéliens. D'ailleurs, le lendemain de ces frappes à l'encontre des installations saoudiennes revendiquées par les Houthis au Yémen, ce qui s'est passé, c'est que Israël s'est mis en alerte rouge au niveau de l'aviation et la centrale nucléaire de Dimona a été fermée. Et vous dites que c'est plus facile pour le dôme spatial israélien, enfin le bouclier antimissile. Le dôme d'acier, comme il dôme d'acier, c'est plus facile de résister à quelques bombinettes qui arrivent de Gaza
qu'à une saturation de l'espace aérien par les Iraniens. Bien sûr, le problème de fond aujourd'hui pour Israël, c'est que le Hezbollah a plus de 50 000 missiles perfectionnés. Je ne compte même pas Gaza. Les Iraniens sont présents sur le territoire syrien. En dehors même de ça, même au départ de l'Iran, les Iraniens disposent de missiles balistiques capables de frapper le territoire israélien. Le dôme d'acier aujourd'hui... C'est d'ailleurs ce que Jean-Yves Le Drian, lors d'un passage à Téhéran, avait essayé d'inclure dans l'accord, mais il s'était fait promptement renvoyer dans ses buts. Il voulait en fait effectivement intégrer la question des missiles, sauf que les Iraniens ont refusé. Et ils refuseront toujours, parce qu'il ne leur reste que les missiles pour assurer leur défense. Dans un quartier géostratégique, si j'ose dire, particulièrement hostile à leurs intérêts. Alors le royaume saoudien que vous critiquez dans vos livres, il est également très déstabilisé. Au-delà de cette attaque qui a montré la fragilité du royaume, il y a eu bien évidemment l'affaire Khashoggi qui a décrédibilisé MBS, qui se présentait comme un monarque moderne, avec son projet de son plan Vision 2030. Il y a l'enlisme au Yémen, qui montre que les forces saoudiennes sont de piètres combattants. Donc, je veux dire, tout le monde est déstabilisé, en fait. L'Arabie saoudite aujourd'hui, sous la direction de Mohammed Ben Salman, MBS, comme vous le qualifiez, c'est un peu le roi Midas à l'envers. Chaque fois que ce prince héritier touche à quelque chose, ça va être une tragédie. Le blocus du Qatar, la guerre tragique à l'encontre du peuple yéménite, 8 millions de personnes au bord de la famine, 2 millions de personnes au bord du choléra, des dizaines de milliers de morts civiles, le kidnapping du Premier ministre libanais, la cotation qui a échoué lamentablement de Aramco, où on a annoncé une valorisation de 2 000 milliards. Vous prenez parti, vous, dans les Échos, vous dites qu'il ne faut pas investir dans la privatisation de l'Aramco. Vous avez choisi votre camp. Hein. Non, vous trouvez que le Quai d'Orsay est trop aligné sur l'Arabie saoudite. Le camp de la raison. Le camp de la raison. Oui. Cette entreprise-là a été valorisée par les experts à 1 000 milliards de dollars. Les Saoudiens veulent la valoriser à 2 000 milliards de dollars. Ils n'ont pas trouvé preneur. Ils ont annoncé 5% du capital qui allait être placé sur les marchés. Ils n'ont même pas réussi à placer 1,5%, et ils n'ont réussi à le faire que sur leur marché national, qui a une capitalisation boursière de 500 millions de dollars. Tadawul, c'est pas moi qui le dis, ce sont les analystes. Alors, au-delà de vos activités d'avocat, vous êtes aussi géopoliticien. Vous publiez, vous avez fait un livre notamment sur la diplomatie, l'âge d'or de la diplomatie algérienne. Le dernier, vous l'avez publié à l'Archipel. C'est un livre sur le Pakistan, de l'Empire des Moghols à la République islamique. Vous dites finalement le Pakistan a toujours été une passerelle entre l'Inde et l'Iran et le monde islamique, du fait de la partition, tout simplement, de l'Inde en 1947. Bien sûr, la partition de l'Inde, du fait de l'opposition entre Jinnah et Nehru, a donné naissance à cet État. Et Pakistan, le Pak dans le Pakistan signifie le pays des purs. Le Pakistan est l'héritier de l'Empire moghol des Indes. Et la tragédie des Pakistanais, c'est qu'au départ d'Islamabad, lorsqu'ils regardent vers l'Est, ils tombent sur la tombe de Humayun, le fondateur de la dynastie moghole, qui est en territoire indien hindou. Et aujourd'hui, on le constate avec le patriotisme accru de Modi, la tradition moghole et persane, en fait, de l'Inde est en train de disparaître. Alors, là aussi, il y a des problèmes nucléaires, tout comme les Israéliens ne veulent pas d'une puissance nucléaire qui s'oppose à eux au Moyen-Orient, en la personne de l'Iran. Les Indiens sont très réservés à l'égard du Pakistan. Mais le Pakistan fait du chantage nucléaire, toujours sur cette question du Cachemire, qui est musulman, mais que les deux parties revendiquent à parts égales. Ça, c'est une tragédie de l'histoire, puisque les Anglais, lors de la décolonisation, ont laissé le choix au Maharaja du Cachemire de choisir l'appartenance, l'Inde ou le Pakistan. Et le Maharaja, qui n'était pas musulman, a choisi l'Inde. Sauf que le Cachemire est peuplé à 90% par des musulmans. Et le Cachemire, jusqu'à il y a peu, dans la constitution indienne, jouissait d'un statut juridique particulier. Eh bien, ce statut-là a été renversé il y a quelques mois par Modi, qui a intégré le Cachemire directement dans l'Union indienne, en privant les droits spécifiques, dérogatoires du régime commun dont jouissaient les musulmans du Cachemire. Alors, la communauté internationale soutient l'Inde, d'abord parce que c'est un marché d'1 milliard d'habitants, c'est une démocratie, contrairement au régime militaire qui se perpétue au Pakistan. Vous croyez à un scénario catastrophe ? C'est pas à exclure, même si le Pakistan aujourd'hui a un gouvernement civil, en la personne de M. Imran Khan, donc c'est l'armée qui est au pouvoir. La réalité, c'est que le Pakistan aujourd'hui est une bombe à retardement. C'est un pays qui a des problèmes majeurs d'un
d'un point de vue environnemental, manque de l'eau. C'est un pays qui économiquement est aux abois et qui a besoin des investissements étrangers et qui est victime de son image, une image désastreuse, qui ne colle pas vraiment à la réalité au quotidien du pays. Alors on dit qu'un conflit nucléaire il y a un scénario qui circule qui dit qu'il ferait 125 millions de morts. Au bas mot, ce sont deux pays qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération, qui sont tous les deux armés nucléairement avec des essais nucléaires avérés. Si une guerre devait avoir lieu, effectivement, on parle de ce chiffre-là, au moins. Alors, il y a une des raisons aussi pour lesquelles ce pays a une mauvaise image, c'est que les services secrets, c'est un peu la base arrière des talibans, et les services secrets l'ISI, pakistanais, ont toujours eu un double jeu à l'égard des... Oui, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est l'évolution de l'islam au Pakistan. Le Pakistan, tel qu'il a été créé, c'était un pays qui devait être laïque. D'ailleurs, le mot islamique n'a été rajouté que dans les années 70. La réalité est que le Pakistan, l'islam du Pakistan était l'islam de mausolée, de soufisme, de la tolérance. Sauf qu'avec le soutien financier de la diplomatie du portefeuille de l'Arabie Saoudite, sous le roi Faisal, l'image de l'islam et le visage de l'islam au Pakistan a changé. Et des mausolées, le Pakistan est devenu le pays de la mosquée rouge, le soutien des talibans à l'issue du conflit américano-soviétique dans ce pays. Je reviens très rapidement pour conclure sur Israël. Comment est-ce qu'Israël, qui dans le fond a réussi à étouffer la révolte et la revendication palestinienne d'un État souverain, comment Israël a réussi à se fâcher avec les États non arabes de la région, en l'occurrence l'Iran et la Turquie. Voilà. Alors, la réalité avec la question iranienne est différente. Israël vit mal l'existence du pouvoir iranien, puisqu'on parle d'un pouvoir important qui est transnational. Quand qui on est parle le seul de à l'Iran, pouvoir vraiment le défier qui peut le défier, qui est un pays qui est présent en Irak, qui est présent en Syrie, qui est présent au Liban, qui est présent au Yémen, qui est présent en Afghanistan. Le problème de fond d'Israël, c'est que tant qu'il y a une théocratie iranienne en place à Téhéran, qui déclare ouvertement que l'État d'Israël n'a pas vocation à continuer d'exister, l'élite de ce pays s'enfuit. Et l'Israël n'a pas envie de retrouver le statut de kibbutz que ce pays-là représentait à sa création. Et globalement, le retour d'un Iran dans le concert des nations, un pays économiquement avancé, un pays où le niveau d'éducation des Iraniens est supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale, sert de nature, si j'ose dire, à faire concurrence à Israël dans le cœur des Occidentaux. Donc cette position de start-up nation que les Israéliens assurent, dont ils assurent la promotion à l'étranger, disparaîtrait et qu'il y aurait un certain équilibre qui existerait, comme ça a été le cas avant la révolution iranienne. Alors pour finir, on n'a pas parlé du chaos syrien. Il y a une sorte de second printemps arabe qui semble se produire au Liban contre le régime confessionnel. Vous craignez un embrasement de grande ampleur au Moyen-Orient ? Si vous voulez, c'est une possibilité qu'on ne peut exclure. Mais il faut savoir que s'il devait y avoir un conflit au Moyen-Orient, le conflit ne resterait pas confiné au Moyen-Orient. Déjà, une attaque contre le territoire national iranien va engendrer une réaction iranienne qui serait pas forcément, mais déjà, si vous voulez, à travers leur arsenal de missiles, ils frapperont ceux qui ont approuvé, autorisé ou soutenu une attaque contre le territoire. Et cela va engendrer immédiatement 20 millions de réfugiés en direction de l'Europe. Donc le continent qui serait le grand perdant après le Moyen-Orient, ça serait l'Europe. Eh bien, écoutez, Ardavan, le pire n'est jamais sûr. Espérons que cela n'arrivera jamais. Espérons. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud. À très vite.